Hey, salut les nerds! Si, comme moi, vous vous dites souvent que tous les hommes meurent un jour, mais que peu parmi eux vivent vraiment. Si on vous a dit que William Wallace faisait 7 pieds de haut, qu'il tuait l'ennemi par centaines, et que s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise, et que des boules de feu seraient projetées de son cul, c'est qu'en auditrice et auditeur libre vous êtes venus à ce podcast. En auditrice et en auditeur libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté? Il faut débattre, car l'ennemi peut nous ôter la vie. Il ne nous ôtera jamais notre liberté! Liberté! Chaussées, lunettes et appareils auditifs, on embarque pour 1 heure de conversation sur la culture écossaise. Touras Maddout. Bienvenue dans Monde de Nerd. Merci de nous rejoindre dans Monde de Nerd, le podcast spécialement conçu pour les myopes et les hypermnésiques qui veulent beaucoup de science, de ciné, de littérature et des infos en vrac sur des cultures hors des frontières françaises. Aujourd'hui, on part à l'aventure, au-delà du mur d'Adrien, affronter le vent, le grésil, les midges et autres monstres mythiques. Pour en parler, j'ai avec moi les dignes fils de l'île, de France, des hommes fiers et valeureux. Le premier est un seigneur, un intrépide templier sur le front alsacien. Il mène une bataille contre personne, a priori, mais il est prêt. Salut Lynn. Salut tout le monde. Le suivant est un héros, une légende mondialement connue dans son quartier. Un visionneur que l'Allemagne nous emprunte. Et il va falloir qu'elle songe à nous le rendre d'ailleurs. Salut Christo. Après une introduction comme ça, j'ai déjà des frissons. Salut tout le monde. Mais s'il ne devait en rester qu'un, le Highlander de Monde de Nerd, ce serait lui. Salut Dropjack. Salut Vince. Salut à tous. Quelle imitation du rire de Christophe, on est bien. Alors pour commencer notre conversation sur la culture écossaise et sur ce que nous, les Français, nous percevons de l'Écosse à travers les œuvres qui nous sont parvenues, j'ai une question comme d'habitude, toute simple. L'Écosse, ça représente quoi pour vous? Drovjack, tu veux commencer? L'Écosse, en un mot, le kilt. Et après, on essaye de penser à ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas sous le kilt. Et après, du coup, d'où l'invention du whisky, voilà. L'Écosse. C'est bien résumé, c'est synthétique, on a l'essentiel. Christo, l'Écosse, c'est quoi pour toi? Les Highlands, le Loch Ness, le whisky. Ouais. Terre d'aventure aussi un peu. Ouais. Et toi, Lynn, l'Écosse, qu'est-ce que ça représente pour toi? Moi, c'est Édimbourg, c'est le whisky, c'est les espaces, les grands espaces. Voilà, c'est le pays de la liberté, l'Écosse. Alors, si tu me permets de te recorriger, une fois n'est pas coutume, on l'avait fait sur l'Australie, sur la prononciation d'Édimbourg, les Écossais disent Edinburgh. Edinburgh. Ah, c'est bien ça, Christo. J'aime prendre des cours de langue avec toi. Je crois que c'était pas Edinburgh plutôt. Ah, voilà. Ah, le mec. Edinburgh. L'expertise. Le soutien-gorge. L'expert linguiste, quoi, direct. Le soutien-gorge de l'Éden. C'est ça. Alors, l'Écosse, c'est le pays des Scots. J'ai une question pour vous, les gars. Qui a eu un Scot autour de la table? Moi, j'en ai eu un. T'as eu un Scot? Moi aussi. Ouais. Ouais. Christo aussi a eu un Scot. Et en vrai, vrai, je suis qu'un loser, moi j'en avais pas. Ah, le loser. Ouais. C'est bien les bombeurs. C'est bien les bombeurs réversibles orange et noir. Ouais, c'est ça, les blousons style bomber avec la doublure orange. Ah oui, j'en ai eu un. Les canards sur le dos, là, c'est ça? Mais non, il n'y a pas de canard sur le dos. Il n'y a pas de canard sur le dos. Non, il n'y a pas de canard sur le dos. Moi, j'ai tanné mes parents pour en avoir un, et quand j'en ai eu un, il était trop grand pour moi, donc j'avais l'air ridicule. Alors, attends, moi je voulais tellement cool. Je voulais pas un Scott comme les autres, mais je voulais quand même la marque Scott parce que quand j'étais ado au collège, tu vois, fallait un Scott. Quoi, et du coup, j'ai pas pris le blouson noir, tu vois, avec la doublure orange, le Scott classique que tout le monde avait, tu vois. J'ai pris un Scott marron, tu vois, un peu avec une coupe un peu différente, pour vraiment pas faire comme les autres. Sauf que dans mon lycée, du coup, il y avait une fille qui avait exactement le même manteau que moi.
Et tu vois, il y avait une espèce de gros malaise dans les couloirs, chaque fois qu'on se croisait, tu vois. On s'évitait. Genre, non, mais cette anecdote est véridique, tu vois, mais ça m'a fait souffrir pendant tout mon temps de lycéen. Parce que mon blouson coûtait cher, tu vois, ma mère, elle m'avait payé un blouson sympa et tout, donc je pouvais pas dire, ouais, je peux plus mettre ce blouson, maman, je veux un nouveau Scott, il y a une fille qu'elle m'aime tu vois, au lycée. Oh là. Et, enfin, voilà. Non, mais Est-ce qu'on te confondait du coup avec la jeune fille Eh ben non, mais bon, je suis désolé de. Pourtant, de tu avais une longue chevelure Mais soyeuse. oui, tu avais des l'époque. cheveux à l'époque, Oui. exactement. Exactement, j'avais une totale liberté Et d'expression ça, capillaire. je crois que ça explique la perte de cheveux en fait. Ouais. C'est lié à ce blouson. C'est peut-être un traumatisme. Ouais, je suis tellement content T'aurais mieux fait de prendre un blouson orange à doublure noire. Ouais, t'aurais eu personne. Tellement content de faire un podcast pour exorciser tous ces démons avec vous, les gars. Mais moi, je tiens à rendre un peu hommage à cette jeune femme qui a eu le malheur d'être habillée comme toi. Et qui a peut-être très mal vécu. C'était elle qui avait un problème, c'était pas moi, putain. Bon, on passe à la première rubrique de l'émission. Je crois que on en a assez dit. L'homme le plus classe du monde, c'est tout de suite. Alors comme ça a été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire. Alors dans cette rubrique, l'homme le plus classe du monde, on se demande si l'homme, ou la femme évidemment, c'est l'homme au sens large, le plus classe ou la plus classe du monde, pourrait être écossais ou écossaise. Alors j'ai qu'une femme pour cette sélection aujourd'hui, bah oui, parce que la classe écossaise, elle est un peu masculine, j'ai l'impression. En fait, quand on pense à la classe, et je veux dire même en dehors de l'Écosse, il y a plusieurs noms qui reviennent. On pourrait dire Georges Clooney. Il y a un incontournable. Je veux dire, si je demande à n'importe qui dans la rue, c'est quoi le modèle de l'homme classe ? Eh ben, c'est un Écossais. Et c'est Sean Connery. Gros niveau de classe. Alors, pour détrôner Sean Connery, je pense qu'on va galérer. J'ai des propositions à vous faire, mais... Non, mais c'est bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, en fait. Hein. Vous avez écouté Monde de Nerd, merci d'avoir suivi l'émission. Voilà, merci. Alors, bon, quand même, il y a un concurrent. Si je vous dis Ewan McGregor, peut-être un concurrent quand même, un concurrent de la classe pour Sean Connery. Si je vous dis David Tennant, peut-être un concurrent quand même. Eh ouais, je sais que Lynn a un petit coup de cœur quand même sur David Tennant. Ah, quand même, bah oui. Si je vous dis Jimmy Somerville, quand même, mec classe. Alors, une femme pour finir cette sélection, Liz Fraser. Alors ça dit peut-être rien à tout le monde, Liz Fraser. C'est une des voix de Massive Attack. Hein, c'est un featuring juste inouï dans au Teardrop, ouais. Donc le morceau qui avait servi de générique à la série House, Dr House. Ouais, c'est sur un des meilleurs albums Massive Attack qui est Mezzanine. Donc Liz Fraser qui a une voix incroyable, qui est vraiment sublime. Eh ben là, il y a de la compète, les gars. Hein. Sean Connery, Ewan McGregor, Jimmy Somerville, David Tennant, Liz Fraser. Ah, les Écossais ont du caractère. Hein. Eh ouais. Lynn, tu optes pour qui, toi ? Moi, j'aime bien David Tennant parce que c'est le Doctor Who, c'est aussi un excellent acteur qui commence à faire son trou petit à petit, au niveau de la télévision principalement, mais j'espère qu'on le verra au cinéma. On l'a aussi vu dans Jessica Jones jouer l'homme pourpre, donc il est dans le Marvel Cinematic Universe. Très bon rôle d'ailleurs, il joue les méchants. Et, moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Malgré tout, j'aime bien Sean Connery. J'ai déjà parlé du James Bond dans d'autres épisodes. J'aime beaucoup 007. Et Sean Connery, c'est l'un des, si ce n'est le meilleur 007. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire c'est le père d'Indiana Jones. Je veux dire, c'est. J'ai une petite anecdote d'ailleurs au sujet d'Indiana Jones que j'ai découvert récemment. Ouais, en fait, Sean Connery, donc qui joue dans la dernière croisade, le père d'Indiana Jones. En fait, donc le personnage de c'est Henry, c'est Henry Jones. C'est Henry Jones. Le père donc d'Indiana. En fait, l'acteur, donc Sean Connery, a 12 ans de plus qu'Harrison Ford. Oui. C'est ce que j'allais dire. Ils ont une dizaine d'années d'écart. En réalité, il n'est pas tellement plus vieux. Ouais, c'est fou parce que... C'est une autre anecdote que beaucoup de gens connaissent peut-être, mais la raison pour laquelle George Lucas a réalisé Indiana Jones, c'est parce que lui rêvait de faire un James Bond. James Bond, voilà, exactement. Il était pas le fait britannique. d'avoir Sean Connery
dans ce qu'on peut appeler pour l'instant, et ça va le rester jusqu'à la sortie du prochain, le dernier film de Indiana Jones. Ouais. C'est pour moi un bel hommage justement au fait que Spielberg avait proposé à George Lucas Indiana Jones pour pouvoir Ouais. créer un film d'aventure, et franchement, Sean Connery, c'était cool de l'avoir là. Donc moi, je vais voter, puisqu'il faut, je vais voter pour Sean Connery. Pour Sean Connery, d'accord. Voilà, David Tennant, qui est le 10e que j'aime beaucoup. Docteur Who, hein, de Tout la à série. fait, un des plus emblématiques aussi. Moi, Exactement. je me suis souvenu que David Tennant, il avait un petit rôle dans Jude, qui est un film que j'aime bien, avec Kate Winslet, en 1996. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. C'était un peu Ah, je ne avant l'ai pas vu, mon Titanic. grand désarroi. Ouais, il est bien, hein, Jude, hein, c'est un super film, et on voit vraiment tout le talent d'actrice de Kate Winslet. Moi, j'aime bien David Tennant aussi, mais bon, ouais, non, mais Sean Connery, quoi, Sean Connery, drop de Bah, Hack, Sean quoi, Connery, c'est Sean quoi, Connery. Oula. Écoute, je trouve qu'il y a de la concurrence quand même. Et ouais. Il y a Ewan McGregor a fait quand même Mhm. une bonne carrière. Jimmy Somerville a quand même un rôle très important au niveau sociétal en fait, parce Bien sûr. que les succès qu'il a eu, les Smallton Boy ou les choses comme ça a parlé à énormément de personnes qui vivaient dans leur placard et qui vivaient mal le fait d'être gay et qu'on trouvait un petit peu voilà quelque chose pour se porte-parole. libérer un petit peu de Ouais, voilà ouais. sans être forcément un porte-parole, mais Alors, il a été, hein, parce qu'il a été un peu militant à dans son Act corps Up. défendant, je crois, mais et enfin voilà, il était gay et il le vivait tout simplement, et je pense que ça a décomplexé pas mal de gens là-dessus. Et puis bah moi j'ai une tendresse particulière pour Liz Fraser quand même, qui a été qualifiée à de nombreuses reprises comme étant la voix de Dieu. Ouais. Donc c'est quand même pas rien. La voix de Dieu. Ouais, c'est bien comme ça pose titre, quand même. parce qu'on attribue le titre de la femme ou de l'homme le plus classe du monde, mais Ouais, voix de Dieu, c'est bien aussi. la voix la plus C'est pas divine mal, du oui. monde, c'est Liz, c'est sûr. Mais bon, de toute façon, on le dit depuis tout à l'heure, je vais pas faire de mystère, hein, ça va être une voix pour Sean aussi. Sean De aussi, ouais. toute façon, s'il y a un James Bond, c'est Sean Connery, quoi. Le dernier, le Highlander des James Bond, c'est Sean Connery. Ouais, c'est clair, ouais. Sur Liz Fraser, je sais pas si vous vous souvenez, c'est aussi la voix de Lament for Gandalf dans Oui. la BO du Seigneur des Anneaux. Oui, elle a interprété 2 morceaux, je crois, sur la bande-son de. Ouais. Et c'est quasiment les meilleurs morceaux de la BO du Seigneur des Anneaux, quoi. Ouais, Ça te fout la chair de poule. Il y a des collabs de malades en plus, hein. Une collaboration avec Jonesy dans Cannibal en 2020, une collaboration avec Peter Gabriel. Elle fait partie des Cocteau Twins. Oui, super c'est ça. artiste. Ah oui, les Cocteau Twins, oui, bien. C'est une soprano. Enfin, alors si on regarde Liz Fraser et Jimmy Somerville, on a des voix, hein, clairement. Parce que Jimmy Somerville, pareil. Oui. Hein, c'est aussi une voix assez. C'était pas la voix graphique, quoi. C'est vraiment. C'est peut-être pas la voix de Dieu, mais c'est un haute contre. Donc c'est une voix très très haute pour un homme. Moi, j'adore Jimmy Somerville. C'est vraiment des chansons, que ce soit dans Bronski Beat, que ce soit dans les Communards, ça te met la pêche, quoi. C'est vraiment... ça. Il y a un côté revendiqué on va pas se. C'est des trucs pour faire la fête, et en même temps, voilà, il y a c'est un disco, petit message derrière. C'est feel good, c'est le truc qui te fait remuer les épaules dans ta bagnole. T'as payé ton gasoil de 2,40 €. Woo, it's so good. Tu vois, t'es bien avec Jimmy Somerville, quoi. Tu t'en fous, quoi. Tu vois, tu run away, turn away, run away, et puis voilà. Puis moi, j'aime bien ce qu'il fait maintenant, d'ailleurs. Hein. Il continue à faire des choses un peu jazz, un peu. Oui, c'est ça, ouais. C'est très très élégant, très raffiné. Moi, j'adore. Bon. Christo, poser la question pour la forme. Oui, vraiment pour la forme. Pour la forme, mais quand même, oui. Bah, Ewan McGregor, forcément, bien sûr, j'aime bien cet acteur. Très, très principalement pour Trainspotting. Ouais. Bon, et pour Obi-Wan. Kenobi également, bien sûr, mais attends, c'était pas facile, quoi, passer après Alec Guinness. C'est vrai que c'était pas facile de passer après Alec Guinness. Quand même, hein. Liz Fraser, très sincèrement, Teardrop de Massive Attack, ça doit être l'une de mes chansons préférées ever. Donc forcément, il y a du niveau aussi. D'ailleurs, l'album Mezzanine, enfin comme vous disiez, c'est très clairement le meilleur album de Massive Attack, et pour moi, si je devais partir un jour sur une île déserte, ce serait clairement un des albums que je prendrais avec moi. Ah ouais, moi j'aime bien 100th Window, qui est l'album qui est juste après, je crois. J'aime bien Blue Lines aussi. Et Blue Lines aussi, ouais.
C'est des albums différents, chaque ambiance. Mais c'est vrai que quand Mezzanine est arrivé, on va faire un petit aparté là, mais d'introduire les guitares en fait dans le trip-hop, c'était assez révolutionnaire. C'était pas, ils le faisaient pas du tout à l'époque, et c'était, je me suis pris une grosse claque avec ce disque. Complètement. Juste, j'ouvre une parenthèse sur Evan McGregor, parce que je sais pas si vous le savez, mais en fait c'est le neveu de Dennis Lawson, qui incarnait Wedge Antilles dans Star Wars. Donc en fait il y a une sorte de parenté. Il y a une parenté. Excellent. Wedge, le meilleur pilote de l'Alliance. Exactement, le meilleur pilote de la galaxie, quoi. Wedge, quoi. Alors, c'est Biggs le meilleur pote de Luke, je crois. C'est pas Wedge. Wedge, tout à fait. Ouais. Mais c'est le meilleur pilote, Wedge. Ouais, tout à fait. Mais c'est Biggs. C'est le seul figurant d'ailleurs qui survit aux 3 épisodes, parce que tous les autres. Absolument. Ouais. Dans des pilotes de X-Wing. Enfin bon, on a complètement. On est dans la digression. Donc, j'allais dire oui, Jimmy Somerville. Je dois avouer que j'ai des souvenirs en fait assez nostalgiques de cette musique un peu des années 80. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs de quand j'étais petit. Du coup j'écoute. Enfin, c'est pas de la musique que j'écoute actuellement, mais si ça passe à la radio ou quoi, j'écoute ça avec une certaine nostalgie. Tu le laisses, oui. Tout à fait. David Tennant, je le connais pas pour les mêmes raisons que toi, Lynn, parce que Doctor Who, c'est pas du tout ma came, mais par contre, il joue dans une série très sympa qui s'appelle Good Omen, et qui est adaptée d'un roman de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Exactement. Et donc, il joue là-dedans En fait, c'est une histoire en fait, qui réunit un démon et un ange, et il joue le démon. Il joue le démon, et il est très bon dans son rôle. Il joue le serpent qui a corrompu Eve. Qui a corrompu Eve, oui, exactement. Crowley, c'est son nom. Voilà. Et il est vraiment très bon dans le film. D'ailleurs, je trouve que cette série tient beaucoup aux 2 acteurs principaux. Le duo fonctionne très bien. Et Michael Sheen tiennent beaucoup. Ils sont vraiment une alchimie tous les deux, ça fonctionne super bien. Et puis bon, il y a Sean Connery. Sean Connery, comme tu le disais, Drofdu, c'est James Bond. Il n'y a qu'un seul et unique James Bond, c'est Sean Connery. Il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui le disais. Mais... pardon, Lynch. Je crois qu'on l'a tous dit, de toute façon. C'est celui qui en a fait le plus, d'ailleurs, encore à ce jour. C'est 7 films. Dr No, Goldfinger, Bon baiser de Russie. Là, des James Bond, il y a Les Incorruptibles de Palma, il y a Le nom de la rose en 86. Le nom de la rose. Gentleman extraordinaire. Alors, mauvais exemple. Oui. C'est le film qui lui a fait finir sa carrière là-dessus. Voilà, c'est ça. C'est le film qui a fait qu'il a arrêté de jouer, en fait. Il s'est mis à la retraite après. Et alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est allé avec une sorte de polémique autour de Sean Connery dans les années 2000, 2010, enfin avant, voilà, qui quitte le cinéma, où est-ce que vraiment c'était un mec classe ou pas? Il a eu des répliques comme ça qui ont été reprises, qui pourraient nous amener à nous demander que si il n'avait peut-être pas plus de classe que de beurre au cul, finalement, je sais pas. Est-ce qu'on peut se poser la question? Évidemment, quand c'est ton. Ça dépend si on fait l'amalgame avec la coquetterie et la classe. La coquetterie et la classe, ça, c'est peut-être un homme coquet. Cela dit, il a refusé Matrix aussi, quand même. Il a refusé Matrix, ouais. Pour jouer l'architecte. Pour jouer toujours est-il il devait jouer l'architecte. Il a incontestablement mon vote. Ok, bon, c'est unanime, je crois. C'est Sean Connery, ça, peut-être que Sean a besoin de comprendre. Peut-être que Sean a besoin de comprendre les rôles qu'il fait. C'est pour ça qu'il a refusé l'architecte. C'est ça. Je crois que oui, c'est exactement ça. Il a refusé ce rôle parce qu'il ne comprenait pas le scénario. Comme Christo le disait, c'est la première fois qu'on est tous d'accord. C'est ça. Du coup, on peut changer son vote ou pas, parce que je vote pour Nicolas Cage. Non. Alors tout naturellement maintenant, après avoir élu l'homme le plus classe du monde, donc Sean Connery, on pourrait s'intéresser à ce qui a pu nuire en France à l'image de l'Écosse, disons dans la pop culture des 40 dernières années. C'est la rubrique intitulée « La mousse au chocolat du patron ». Encore une chose. Je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron. Alors pour cette mousse au chocolat du patron, j'ai quelques propositions à vous faire. Alors, pour commencer, un petit groupe de pop qu'on ne présente plus vraiment, et c'est pas mal qu'on ne le présente plus vraiment.
Moi, c'est peut-être pour en avoir vraiment, mais trop écouté, trop soupé dans mon enfance, dans mon adolescence, que je le mets dans la mousse au chocolat du patron. Parce que, vraiment, je pense que les gens aiment bien ce groupe. Moi, j'ai du mal. Je vous le propose, vous me dites, vous aimez pas. C'est Simple Minds, qui est un groupe écossais. Voilà, moi, j'arrive pas à me sortir de la tête ces chansons quand je les écoute à la radio. C'est un peu l'inverse de ce que tu disais, Christo, à propos de Jimmy Somerville. Moi, quand ça passe à la radio, je l'écoute pas et je le laisse pas, je zappe tout de suite. Je zappe tout de suite. Je sais pas, Simple Minds, ça vous évoque quoi, les gars? Moi, c'est comme Jimmy Somerville, en fait. Ça me déplaît pas. C'est pareil, si ça passe à la radio, je vais le laisser. C'est pas la musique que je vais écouter, que je vais sélectionner dans ma playlist. Mais si ça passe, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Ça me plaît bien. D'accord. Moi, je pense que c'est pour les esprits simples comme musique. Ah bah voilà, là Lynn, on est d'accord, on est d'accord. Alors, Non, mais alors, je vous interromps tout de suite. Est-ce que vous savez d'où vient le nom de ce groupe, les Simple Non. Minds? Et non. Ça vient d'une chanson de Bowie, ça vient de Gin Genie, Ah oui où il chante que le Gin Genie a le Simple Mind. Bah, Mais attends, alors, mais c'est avec pas une parce que tu référence fais pareille, ça référence peut à pas être un mauvais groupe. Non, je suis pas d'accord. C'est pas parce que tu fais référence à un génie dans Ah, le nom de ton le groupe. génie, son si. génie peut éclabousser un petit peu les pauvres mortels qui s'en sont inspirés. Et voilà, alors moi, Tu veux dire tiens que à faire un petit réquisitoire en faveur de Simple Minds, qui n'a pas toujours été l'interprète de titres complètement boursouflés et dans Alive and Kicking, on en parle? Alive and Kicking, ou alors Voilà, là, on est dans de le moment. Day, hein. On C'est parlait l'avocat musical. des problèmes, des chansons à texte comme ça, des chansons engagées. Et effectivement, c'est bien quand les chansons engagées sont bien, quoi. Donc, quand c'est un morceau comme ça, bah, c'est un peu triste. Effectivement, pauvre Nelson Mandela, il est sorti de prison pour pouvoir entendre ça. Super, je pense qu'il a eu envie d'y retourner Et direct. Johnny Clegg. Mais la première partie de la carrière de Simple Minds jusqu'au début des années 80, en fait, c'est vraiment très intéressant. Donc, ils sont complètement influencés par Bowie et Roxy Music, et ils font des trucs à la manière de Bowie, dans sa trilogie berlinoise, donc des trucs assez synthétiques, très différents de ce qui est donné lieu par la suite. En fait, c'est le morceau Don't You, qui est pas un morceau 2, qui est un morceau qui a été écrit par Par un illustre inconnu. Par un illustre inconnu, voilà, tout à fait. Pour le film, qui est un des meilleurs films des années 80, Breakfast Club, qui est un morceau totalement emblématique, mais qui a coloré par la suite totalement leur carrière. Et du coup, là, ils se sont mis à faire du rock héroïque à la U2. Du rock encore pire, héroïque. peut-être. Ah, Ouais, c'est du rock joli, ça. héroïque, du rock pompier, quoi. Le Ouais, truc ouais. où, tu vois, t'es dans les grands espaces, le mec, il gueule, il y a de la réverb partout. Enfin, Ouais. voilà, il est vivant et il kick, quoi, tu vois. Ah, il kick, ouais! Est-ce que je peux vous raconter une Simple anecdote Minds. personnelle à la suite de celle du lycée? Mais Ah bah oui, vas-y, Alors, c'est l'épisode confession. Voilà, Confession intime. Confession. c'est le monde de nerd. Ouais, confession de Vince. En fait, donc quelques années après le lycée, j'avais plus mon Scott déjà, hein, je l'avais relégué. Je vais à un concert au Festival des Chants de Marins à Paimpol. Voilà, c'est vraiment et il y avait Ouais. en tête d'affiche Simple Minds. Voilà. Ce qui explique peut-être voilà, les choses, je sais pas. Et les gars donc voilà, étaient en tête d'affiche, donc c'était les stars, voilà, ils arrivent, et j'ai cru que j'allais mourir. Alors moi, j'étais plus jeune à l'époque qu'aujourd'hui, j'avais je sais pas, 25, 26 ans. Et il y avait une bande de quinquagénaires voilà, qui se trémoussaient là, en Santiago, en veste à franges, ça claquait des doigts, ça reprenait du refrain, du Don't You Forget par-ci, du Alive and Kicking par-là. Et les gars, j'ai vu la mort en face. Non mais, non, mais Ouais, la, je mort, comprends. la mort du bon goût. C'est sérieux. Là. Il faisait la première partie de Johnny Hallyday Mais non, mais même pas. C'était eux la tête d'affiche. La première partie de Mais il y personne. avait des si tu veux. marins sur scène, du coup. Non, mais il y avait des marins ailleurs. Et attends, mais le chanteur, il avait le doigt vers la foule. C'est un peu comme les chanteurs des années 80. Là, tu sais. Ah bah, Ah c'est un oui. chanteur des années 80. Ah, c'est un chanteur des années 80, oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, C'était sa ouais, période. mais il est resté bloqué. Il est resté bloqué dedans. Ouais. Écoute, c'est comme ça. Ah, c'est ça qui est bon. Bon, Mais oui, c'est ça qui est bon, ouais, effectivement. Ça Il y a un divise. côté plaisir coupable à Simple Minds. Ok, Je trouve bon. qu'on est un peu dur avec. Bon, Drofduek, t'as pas voulu casser Simple Minds avec moi, mais je pense que Trainspotting 2, là, tu vas être d'accord. Ouais, Trainspotting 2, autant le premier, hein, c'est un film culte, on peut le dire, un film culte qui était culte d'entrée, en fait. Dès qu'il est sorti, il était culte. Hein, c'était même le premier film comme ça. Je crois que Clairement. généralement avant, il y avait un petit peu d'exploitation en salle avant que ça arrive.
Le deuxième, mais pourquoi avoir fait ça? Je comprends pas en fait. Combien 30 ans après, non? On comme ça. revient 20 ans 20 après. ans après. Donc, à savoir que c'est une adaptation de la suite de Trainspotting. Donc, Irvine Welsh a fait toute une saga autour de Trainspotting. Donc, il y a une suite qui s'appelle Porno. Ensuite, une suite qui est une préquelle qui s'appelle Skag Boys, qui sont des très bons livres, vraiment, qui sont en lien avec leur époque. Voilà, il y a sur le plan littéraire, Trainspotting, il y a pas grand chose à redire. C'est franchement, c'est génial. Sur le plan cinématographique, Trainspotting 2. D'ailleurs, j'ai fait T2 Trainspotting 2. Parce que je suis désolé, mais il n'y a qu'un T2 et il a été réalisé en 1991 par James Cameron. Voilà. Ouais, on est d'accord. Trainspotting 2, voilà, c'est catastrophique. Danny Boyle, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais au niveau mise en scène, autant le premier était d'une inventivité et il y avait une urgence, il y avait un côté vraiment épileptique qui était très années 90. Autant là, on est entre le clip de Big Beat, un peu de série B, et le théâtre de boulevard, quoi. C'est vraiment, c'est très mal filmé, on s'ennuie, il y a aucun enjeu narratif en fait. Le film, si, quand même, il y a un enjeu narratif quand même. T'exagères. Qui est quoi? C'est que Renton risque de se faire planter par Begbie parce qu'il lui doit de l'argent, ou Non, que Begbie arrive enfin à avoir une érection. Ça, c'est un enjeu narratif. Oui, effectivement, c'est un enjeu narratif. Ça, c'est de l'enjeu narratif. C'est vrai, en plus, c'est vrai, c'est un enjeu narratif du film. Oui, c'est vrai. J'ai un peu oublié, en fait. Autant le premier, tu l'oublies pas, et dès la première vision, autant le deuxième, moi je me rappelle que des moments où, par exemple, quand il est dans sa chambre et qu'il met un disque vinyle, et c'est Lust for Life, et donc on a droit à un flashback du premier. Et en fait, le problème, c'est que chaque scène, chaque gimmick, tout ramène au premier film. Et moi, il y a un sentiment de malaise, en fait. On sort pas d'une espèce de nostalgie frelatée. Du film hommage, quoi. Un peu. C'est un film hommage, voilà, alors que autant Porno, il y a vraiment une suite, les personnages ont évolué, autant là, il y a un côté déprimant parce que les personnages n'ont pas évolué. Alors, c'est peut-être ça le message, en fait, mais du coup, c'est hyper cynique comme truc. En même temps, Drosdu, comment tu voulais faire une suite d'un film aussi culte? En adaptant vraiment ce qu'a fait Irvine Welsh. Il y a des nouveaux personnages, en fait, dans Porno qui ne sont pas exploités dans la suite. Il y avait vraiment de quoi faire un bon film. Et en fait, après, le film n'est pas bon, effectivement, mais je trouve qu'il n'est pas aussi catastrophique que ce que tu dis non plus. Il est regardable. En fait, c'est peut-être parce que je suis très très fan du premier et que j'étais très déçu. Je suis un fan inconditionnel du premier Trainspotting. Le truc, c'est quand j'ai vu le deuxième, j'avais déjà vu les critiques, je savais déjà que ça allait pas être un grand film. Ce qui fait que du coup, quand je l'ai vu... Oui, donc du coup, tu t'es préparé. Voilà, j'étais déjà préparé. Et au final, il n'est pas si mauvais. C'est juste que par rapport au premier, c'est clair qu'il ne fait pas le poids. Après, c'est pas un bon film en soi, mais il n'est pas si mauvais non plus. Non, mais en fait, il passe derrière il passe derrière un chef-d'œuvre. Et rien que pour ça, ça mérite le qualificatif de mousse. Est-ce qu'on resterait pas dans le chef-d'œuvre avec une troisième proposition de mousse au chocolat du patron, qui est un film sur l'Écosse, en Écosse, titré Rob Roy. Qu'est-ce que vous pensez de Rob Roy? Lynn, on t'a pas beaucoup entendu sur Trainspotting 2. Est-ce que tu veux nous parler un peu de Rob Roy? Ah, Rob Roy, oui. Rob Roy, c'est un robot. Robert Roy, c'est un robot. Et étrangement, pourquoi il s'appelle comme ça? Étrangement, c'est un film que j'ai vu à la télévision assez souvent, 1 ou 2 fois, et que j'ai vu avant Braveheart, qui est un autre film dont on parlera un peu plus tard. Et Rob Roy, c'est le Robin des Bois Eco Plus, comme on dit, c'est-à-dire. Alors, le film m'avait beaucoup plu quand j'étais plus jeune et je l'ai revu récemment et ça a assez mal vieilli pour moi. Après, ça reste subjectif, mais ouais, clairement, on n'est pas sur un chef-d'œuvre, hein. On est sur un film assez long où il y a une bonne distribution. Ouais, il y a quand même Liam Neeson. Il y a Tim Roth, il y a Jessica Lange.
On est quand même sur un film qui a un casting de malade, quoi. C'est ça. Avec une promesse qui est cool, quoi. On est sur une histoire un peu de rébellion, un pauvre type valeureux qui se bat contre les aristocrates félons au XVIIIe siècle. Bah, je sais pas, ça peut être cool, quoi. Mais c'est Ouais, vrai, ça en donne fait, envie un peu comme ça. ça Et donne il y envie. a Un bon aussi il y a aussi casting. John Hurt, Et ouais, dans ouais, Joue le marquis de et Montrose. ouais, et ça, et en fait, c'est le Braveheart du pauvre, quoi. C'est vraiment le film lent, qui est long, il se passe C'est rien, les ça, il y a du scènes se sont, alors, surtout il y a du sexe, c'est très vulgaire pour rien, en c'est fait. vulgose, c'est ça. Et puis ils sont tous moches. Alors ça, après, c'est pas l'aspect le plus mauvais du film. Il essaie de garder une certaine, entre guillemets, réalité historique. Ouais. Les personnages, bah, ils connaissent pas le Colgate, ils sont tous on sent en fait, on sent que ça sent mauvais et que, Ouais. l'hygiène, c'est pas ouf, quoi. C'est peut-être trop, 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 C'est trop ça. réaliste, ouais. Ça sent bien la mousse au chocolat du patron, non? On resterait pas sur Rob Heu, Roy Ouais, ou ouais, peut-être bien, ouais. ouais, ah oui, 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 Rob Roy, mousse clairement. au chocolat, parce que finalement, Trainspotting 2, bon, il y avait une intention, Ça il fait y avait une débat. Ça intention. fait Ah débat. mais Ça fait débat. entre le Simple Minds, clairement, ça fait débat. Rob Roy, Ah, ça, oui. Rob Roy, ouais, non. ouais, c'est Rob Roy, oui. Désolé, Bon, En Rob. fait, bon. Mais ouais, ouais, vas-y, Lynn. je trouve que le Robin des Bois de Kevin Costner reprend, entre guillemets, certains aspects de l'ambiance de Rob Roy, mais transcende c'est tout ça. Mais Et c'est ça, ouais, c'est ça. Il y a moins cette si je puis me ambiance permettre cette préférence. Oui, crasseuse. Parce qu'à la rigueur, tu peux avoir une ambiance crasseuse et le sublimer. Moi, je c'est pense aux ça. Misérables, par exemple. Dans Les Misérables, l'ambiance, elle peut être crasseuse, elle est quand même sublimée. Je sais pas ce que t'en penses, Lynn. Les Ça Misérables avec Hugh Jackman Ouais, c'est ça, ou ouais, ouais. tu parles du film ou de la Ouais, de la ouais, de la avec comédie Hugh Jackman, musicale? ouais. Parce que, bah, avec Hugh Jackman, on va dire le plus crasseux, c'est quand même les chants, hein, je veux dire, Ah ouais, ah bon, d'accord, ok. Non, je oui, pensais oui, que, je oui, pensais oui. que c'était Ah non, c'est pas fantastique, non, puis, oui, non, ah oui, bah, je suis désolé de te décevoir, hein. Va plutôt voir la pièce de théâtre, Ah, c'est mieux la pièce de la théâtre. comédie musicale. Ah oui, La bah, comédie pièce de théâtre. musicale? Comédie Oui, musicale. avec bah, il y a je crois, il y a Liz Taylor dedans, non? Ah bon? Du coup. C'est une œuvre que tu recommandes, de toute façon. Non, pas vraiment. Bon, ok. Bon, dans la culture écossaise, quand même, il y a du bon, hein. Il y a pas que des mousses au chocolat comme celle-là. Il y a des œuvres qui nous prennent aux tripes, quoi. Quand on évoque l'Écosse, on disait au début, c'est l'aventure. En France, d'ailleurs, on aime bien l'Écosse. On s'est construit ces dernières décennies, moi je trouve, une image assez épique du pays. Je ne sais pas si c'est faux, c'est une construction artificielle. Mais en tout cas, j'ai l'impression que dans la pop culture en particulier, l'Écosse, c'est une terre épique, quoi. Et on en parle tout de suite dans la rubrique Top of the Pop. Classement. Top of the Pop. Alors dans la rubrique Top of the Pop, on va évoquer que des grandes œuvres. Des grandes œuvres qui se passent en Écosse, qui parlent de l'Écosse, où il y a des héros écossais, qui nous viennent directement de créateurs, d'artistes écossais. On peut commencer par un incontournable. Moi, c'est vraiment ce qui a créé ma représentation de l'Écosse. Heureusement qu'il y a eu ce film, parce que ça m'a fait aimer tout de suite l'Écosse. C'est Braveheart. Cœur vaillant dans la version québécoise de Mel Gibson, avec Mel Gibson, sur Mel Gibson, sorti en 1995. Ouf, la claque, quoi, la claque. 1995, j'étais ado, j'ai vu ça, mais voilà, ma vie a changé. Je crois que la tienne aussi, Christo. Ah, complètement. J'ai eu la chance de voir le film au cinéma à l'époque, et je pense que c'est l'une de mes premières vraies, mais vraiment monumentales grosses claques au cinéma que je me suis pris après avoir vu ce film. C'est vraiment pour moi, il est resté pour moi pendant très longtemps mon film préféré, mais vraiment de très loin. Ouais. Rien que d'en parler là, j'ai les poils qui se dressent là. Ah, mais ouais, non, mais ouais, C'est moi aussi, hein, vraiment. c'est un film qui a été récompensé, qui a eu l'Oscar du meilleur Mmh. réalisateur, du meilleur film à sa sortie, hein, la 68e cérémonie des Pour Oscars. moi, c'est complètement mérité d'ailleurs. C'est Ouais. amplement mérité. Non, t'es pas d'accord, Lynn? Braveheart, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un acteur que j'adore, Mel Gibson, mais par Mm. contre, en effet, c'est un film que tu regardes avec, l'œil de l'adolescent, dans les années 90. C'est l'un des premiers films «épiques» entre guillemets, avec des grandes batailles, rangées, mais
avec le recul, ça reste quand même un film qui se veut historique et qui ne l'est pas. Alors, Déjà. ouais, mais ça, j'allais dire, est-ce que c'est fiable historiquement? Est-ce que Mais c'est j'ai- vraiment j'ai- important? Mais j'ai la Bah, réponse. On s'en est-ce que c'est fout. un- On s'en Oui, fout. c'est important. C'est après, beau, oui. c'est Merci, puissant. merci, Ça n'empêche pas d'être un bon merci. film, je dis pas le contraire. C'est un peu problématique parce qu'à ce moment-là, il aurait fallu faire un film avec une personne qui se serait appelée, je sais pas, William Gromit Ouais. plutôt que William Wallace, tu vois. À ce moment-là, tu prends pas un personnage historique si tu dois faire des erreurs historiques dans Mais surtout juste pour avoir Sophie Marceau qui, encore une fois, se met au lit avec... voilà, je veux dire, Sophie Marceau, c'est... Mais non, mais ça a rien à attends, faire dans attends, le pas film. dire qu'elle se met au lit avec n'importe qui, elle se met au lit avec William Wallace, Bah, quoi. Attends. avec n'importe qui, mais tous les films que j'ai vus dans les années 90 avec Sophie Marceau, elle finit quand même, elle finit au pieu. C'est un truc de dingue, je veux dire. Ah, mais attends, t'as Mel Gibson, le Mel Gibson des années 90. Tu te mets avec pas sa au pieu coupe avec de, lui, ouais, on toi? dirait qu'il joue dans un groupe de air metal, quoi. Oui, voilà, en plus. Vraiment, on dirait qu'il vient de sortir de Mad Max et que le coiffeur Non, est moche, c'est on pas peut faux. comprendre. Et je trouve que dans ce podcast, il y a beaucoup trop de critiques et de remarques Sur les capillaires. liées à l'expression capillaire. Ouais, et je trouve que c'est pas Et on une est un bonne peu façon de fasciste. critiquer une œuvre. Un peu fasciste du poil. Excuse-nous d'être pilophobe. Non, mais voilà, je parce veux que dire, attends, sur Nicolas psychophobe. Cage, déjà, il y avait eu ça, son coiffeur martyrisé. Là, on reparle de la coupe de cheveux de Mel Gibson. Enfin, ça va à un moment donné, quoi. C'est vrai. Après- C'est vrai. Non, mais Après, vraiment, plus sérieusement, c'est un bon film, oui, Christo. Ce film, oui, bien sûr. ce film, vraiment, mais surtout quand j'étais plus jeune, parce que forcément, Ouais. quand on est plus jeune, on est Impressionnable. plus sanguin, Mhm. mais Ouais. et impressionnable aussi, oui. Mais même maintenant encore, quand je vois ce film, j'ai envie de crier dehors et de hurler liberté. C'est vraiment, Mais- Je veux dire, c'est peu importe que historiquement ce ne soit pas crédible en fait. C'est vraiment il y a vraiment un esprit de lutte contre l'oppression, de lutte contre l'injustice dans ce film, de vengeance. Ouais. C'est viscéral. Ouais. le problème que j'ai, C'est vraiment ça. Le problème que j'ai avec Braveheart, c'est que c'est le début, entre guillemets, de la carrière de Mel Gibson. Alors, il n'a pas réalisé ce film, mais il a contribué. Si, il a réalisé. Il a réalisé, j'ai Il dit a des bêtises. réalisé. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il a sorti un certain nombre de films, tout à fait, toujours dans le même thème. Ah Il y a une ouais, sorte ouais, de- oui. il y a une sorte de- il y a une sorte de Ah bah de c'est une Gibson. préparation du Christ, hein, ouais. Braveheart, hein, Ouais, la c'est- fin, ouais. c'est une scène de torture. Il y a comme eu aussi narration. Le Patriote, je crois, avec Ouais, et Heath on en Ledger, a et- parlé sur l'épisode Australie, hein, Mhm. du torture porn, Ouais. de l'espèce Oui, de voilà. fascination pour la douleur, et qui vient pas de nulle part. Hein, et Bah, on- qui on- vient de son catholicisme hyper marqué. Tout à fait. Il donne une dimension christique à William Ouais. Wallace. Ouais, Qui complètement. plus est, en plus, tu disais tout à l'heure que les Français avaient une fascination pour l'Écosse, etc. Et je pense que ça vient aussi un peu du fait que les Écossais ont et Mel Gibson y a participé, à leur donner cette dimension de révolutionnaire un peu, du fait Ouais. en plus, Oui, et c'est puis des parce qu'on a dans un des pays ennemis protestant. communs. Je pense que c'est Ouais, un peu Ah, c'est pour ça. et tu sais que on continue la série anecdote, la vie de Vince. Mhm. C'est un truc que m'a dit un jour un Écossais dans un pub. Hein. Il m'a dit ça. Il m'a dit vous les Français, nous en Écosse, on vous adore parce qu'on a un ennemi en commun et c'est les Anglais. Oui. Et ouais, c'est dingue ça. Quoi. Alors, Vince, pour l'anecdote, c'est une anecdote en commun. Je me souviens que les Irlandais nous ont dit la même chose quand on était en Irlande ensemble. Hein. C'est vrai. Ouais. Irlandais, Écossais. Non, mais en fait, on devrait s'unir, faire un front contre. Hein, c'est ça, les peuples celtes. Non, mais on adore les Anglais. Hein. On les- Alors, ouais. non, Surtout avec de la sauce à la menthe. surtout avec de la sauce à la menthe. Voilà. Alors, on parlait de Sophie Marceau en Isabelle de France quand même. Quoi. Qu'est-ce qu'elle est belle, Ah, elle est très belle, Sophie ouais, Marceau dans ce film. Et de Sophie Marceau à Christophe Lambert, Il n'y a qu'un pas. pas. Exactement, c'est vrai. Et si on peut parler, excusez-moi, mais d'une autre claque qui a construit notre représentation de l'Écosse, alors là, 10 ans plus tôt, en 1986. Hein. Et il y a Sean Connery aussi dans ce film. Il y a Sean Connery, Eh oui. Et il y a Sean L'homme le Connery. il y a plus Christophe du monde. Lambert, les gars, on peut parler d'Highlander. On peut parler. Highlander, quoi, mais quel film, ce scénario, ces paysages. C'est Ah merveilleux, ouais. Highlander, non? Ah bah c'est le film lui-même est C'est excellent. Hein. fantastique, Irlander. C'est énorme. Ça a Grand peut-être film, très ouais. mal vieilli, hein, mais en tout cas, moi j'adorais. Hein. Alors, le premier a pas si mal vieilli que ça parce Ah, qu'il moi est, il aussi. est très. Quand tu parles de très- premier, tu veux dire qu'il y en le- a eu d'autres? Moi, j'ai pas eu vent d'autres Highlander. Ah, je me rappelle encore pas eu avoir l'info, vu moi, le 2, personnellement. c'était magnifique. Ouais, l'expérience de cinéma complètement outre, hein, ça n'a rien à voir avec le premier.
voilà, ce sont des suites apocryphes qu'on va oublier. Elles sont non, Il y a voilà, même une mais clairement, série, hein, La série était pas mal. avec Adrian Ah, Paul. Adrien avec Paul. Adrian Paul. ça a Paul, très mal enfin, vieilli pardon. la série. Avec le générique de Queen, là, The Eh oui, Princess of the Ouais, Universe. Princess of the ouais, Universe. Prince of the Universe. Ouais. Ah, c'était génial, Ah, ça. c'était bon. C'était le 4, je crois, qui faisait un cross entre la Ouais, série je des crois, films et ouais, le 3 ou le la 4. série. Ouais, alors le 4 était une bouse, mais alors même le 2 est mieux, je trouve. Mais Ouais, enfin, de toute façon, hormis le premier, ils étaient tous ouais, nuls, franchement, hein. oui, exactement. Le premier, c'est le seul Ah, qui dans s'en le tire 4, et il y a encore. Damodar quand même. Ah, Dans le 4, il y a Damodar. Damodar. Oui, c'est vrai, Damodar, c'est mais vrai. oui. J'avais Attends, oublié. J'avais oublié. Ah, c'est vrai que le 4, il se défend, du coup. Le 4 se défend. attends. Il y avait pas cet ennemi, c'est dans le 3 ou dans le 4 avec cet ennemi qui a des espèces de piercing au téton, là. Puis, il y avait un ennemi comme ça. Non, c'est pas dans le 3, C'est dans ça. le 3, ça, Ouais. je sais plus. C'est peut-être dans le 3, oui. Ouais, Ouais. ça m'avait fait un certain effet. Non, parce que dans le premier, le méchant, bon, certes, c'est un méchant. Je veux dire, il a vraiment une tête de méchant. Ah, il est mais très méchant. Hein. Et Oui, il je est crois très, qu'il très urine méchant. dans une église à un moment, non Ouais. Oui, il fait pas que ça. Il a une énorme épée d'ailleurs, comme un méchant, et il rigole comme un méchant. Il a un petit côté Biff Tannen en mode Ah, sérieux. c'est vrai, ouais, effectivement. Ouais. C'était un peu ce genre de vilain-là, ouais. D'ailleurs, est-ce que le vrai homme le plus classe du monde d'Écosse, ce serait pas Christophe en fait? Parce que Non, Et de non, Highlander, non, il y a aussi non, Greystoke quand non. même, qui se Non. passe Eh, également pas faux, dans pas une partie faux. se Oui, passe en c'est vrai qu'il y a Écosse. Tarzan. Oui. Bon, il y Eh a oui. la carrière cinématographique de Christophe Lambert qui est en En Écosse, fait, en la tout cas. carrière, non mais la vraie carrière de Christophe Lambert, celle où il était encore reconnu, c'est l'Écosse en fait. Non, mais attendez, si je vous laisse continuer, vous avez parlé de la coupe de cheveux de Christophe Lambert. On va passer à un Ah oui, film voilà. suivant, s'il vous plaît. On va passer à Trainspotting, qui est aussi une grosse claque, cette fois-ci vraiment Ah made oui. in Scotland. On en a parlé déjà un petit peu avec Trainspotting 2. Titre québécois, Ferrovipat. Alors, je sais pas comment. Ouais, Faudrait traduire le titre québécois quasiment. Pour Bah, c'est comprendre pas, ce qui se passe, là. c'est un médecin qui soigne des voies de cheveux. Je sais pas, c'est peut-être des fous des transports ferroviaires, j'en sais rien. Oui, c'est ça. Ferrovipat. Ah oui. Film sorti en 1996, adapté du roman d'Irvine Welsh de 93, donc c'est les aventures de Mark Renton. En fait, c'est très très lié à la vie d'Irvine Welsh, qui était héroïnomane à Édimbourg. Oui. Alors c'est vraiment le portrait de la jeunesse écossaise au vitriol, quoi. C'est sans concession, une ambiance urbaine malsaine, violente. On est loin là des clichés de l'Écosse, de terre de légende, d'escapades champêtres. Là vraiment on vire complètement de bord. On vire complètement, et Ouais. d'ailleurs il y a une scène dans le livre et qui a été reprise dans le film où justement les quatre copains vont se balader dans les Highlands et tout le monde, enfin personne n'est content d'être là, et puis à un moment il y en a un des quatre qui demande mais vous êtes pas fier d'être écossais, et Mark Renton qui répond mais c'est une punition d'être écossais, et là ça enchaîne, et là le mythe de l'Écosse indépendante, libre et compagnie, ça en prend un coup, et c'est la jeunesse désœuvrée qui s'ennuie, qui du coup se drogue, qui du coup finit mal. Enfin c'est Ouais, c'est exactement ça. Après, il y a une porte de sortie, hein, de toute façon, dans le film. Il y a Mark Renton qui finit par s'en sortir, la plupart qui Oui, finissent enfin, il par... finit par s'en sortir. Bon, excusez du spoil, mais il finit par s'en sortir en escroquant ses copains. Ah quand même, hein. il est obligé de partir et de C'est couper les pas ponts. un exemple non plus. C'est pas un exemple de moralité, Mark Renton, mais l'important c'est d'en sortir peut-être. Avec cette super tendance qu'il y avait dans le cinéma dans les années 90, vous vous souvenez d'avoir une espèce de narration du personnage principal qui raconte un peu son destin, sa vie. On le retrouvait dans Fight Club, dans la 25e heure de Spike Lee aussi, où il y avait un petit peu, je sais pas si c'était la 25e heure, il y avait ce moment-là aussi de Norton qui raconte un petit peu, qui critique la société. J'aime beaucoup cette scène finale. Alors ouais, on spoil un peu, désolé, spoiler alert. Ouais, de la scène où il court en fait à la fin avec c'était qui le groupe, ce morceau Underworld. Ouais, Underworld, qui est super bien, qui a donné plein de mèmes après, qui Ah a oui, été repris, bah, qui est devenu un code du cinéma un peu punk comme ça, et c'est vraiment sublime, quoi. Ouais, c'est un film, il te met une claque, comme les autres, mais c'est une claque de réalité. Là, Ouais. C'est vraiment... on réduit un petit peu trop facilement au film, mais les livres ont parce que c'est les livres qui ont été adaptés, ils ont une importance très
très importantes. Mmh. Sont très importants Ouais. parce que ça a influencé aussi toute une littérature de la défonce, quoi. Une Ouais. espèce de littérature gainsbourgienne où Mmh, on mmh. se met des mines, on se met des races, on se met minable et on finit par vivre des aventures minables, pathétiques et pas très réjouissantes, mais assez marrantes à raconter au final. Et cette espèce de réalisme cru, c'est un peu né avec Irvine Welsh, Ouais, en ouais. tout cas en Écosse. Ouais. Il y a tellement de scènes marquantes dans ce Ouais, film, en ouais. fait. ouais. Rien que le fait d'en parler, je repense à la scène. Bon, là, on va rien spoiler, mais rien que la scène du bébé. Ouais, oh Ouais, là bah, là, là là. oui, t'as des scènes qui dont sont je vais vraiment parler. marquantes. Cette Il y a des scènes scène, qui sont mais très quand je drôles l'avais aussi, vue, hein, je mais m'étais senti le malaise, ah ouais, mais ouais, ouais. Mmh. Mm. Ouais, parce qu'elle glace le sang. On est assez dans une fou. espèce de salle de shoot, quoi, enfin de squat, Ouais, où ouais, tout le c'est monde ça. se drogue. Et ouais, il y a un bébé, quoi. Donc c'est vraiment, il y avait rien d'autre à dire pour que déjà Mais faire ça reste un l'image. film en même temps où il y a un ton qui est aussi léger, hein. Il y a des scènes très drôles. Parce qu'on parlait de Ah ça, oui, on parle de complètement, oui, la bien scène sûr. où Spud se réveille dans Ouais. les Heureusement draps d'ailleurs, hein, qu'il a sinon le film serait pollués. étouffant. Hein. Mmh. Ah oui, bah sinon Ouais. ça serait, Ouais. ça serait, Ouais, ça serait très dur. Ouais, puis il y a la BO qui participe beaucoup aussi au rythme du Oui, film. ouais. Il y a le monteur, hein, Ah oui. un monteur qui a travaillé beaucoup avec Danny Boyle, hein, qui est Irakubo, Masahiro Irakubo, Mhm. qui a travaillé avec lui sur d'autres films. Et qui est. Et ouais, du coup, on a un montage comme ça qui est hyper énergique et très nerveux et qui va Ouais, avec la ouais, nervosité ouais. du film. Puis une BO, excusez du Ah, peu, qui a quoi. Il y a tombé, Pulp, c'est- il y a Blur, il y a New Order, Iggy Pop, Lou Reed. Enfin, c'est une BO de malade, quoi. Ouais, C'est- ouais. Mhm. alors ce qui nous amène peut-être sur le terrain de la musique. Parce qu'en Écosse, c'est pareil, c'est de l'or ce qu'il y a en musique, ce qu'on nous met dans les oreilles en Écosse. Ah, il y a plein de groupes, hein, on pourrait vraiment faire des heures Avec sur la la musique. cornemuse. Alors il n'y a pas que la Il n'y a cornemuse, pas que la voilà. cornemuse, Ouais. mais c'est bien la cornemuse, hein. Il y a quoi d'autre, Dropjack, Est-ce une qui... critique, Lynn? Parce que moi, j'aime bien la cornemuse, en fait. Ouais, Hein. ouais. Bah en fait, voilà, on va Sincèrement, hein. parler que de La, groupes de cornemuse pour la Mm. peine. la cornemuse, c'était pas fait pour faire peur aux ennemis? C'est pas de la guerre psychologique? Ah, mais C'est ça, c'est une arme de guerre en fait. Bah oui, c'est une arme Non, de mais guerre. moi, quand je pense à la musique en Écosse, je pense à Mogwai, je pense Ouais, Ah ouais. oui, au oui. label Creation Records. Clairement, Dropjack, je sais pas, Mogwai. peut-être tu peux nous en Alors parler. bah écoute, oui, Mogwai, groupe très important du post-rock. On a un peu parlé du post-rock quand on était au Canada, avec Godspeed et toute la clip de Constellation, On en avait parlé aussi en Islande avec Sigur avec Rós. Sigur Rós. Et puis bah maintenant, on s'attaque au côté écossais de la chose. Et Mogwai, c'est un des groupes piliers du post-rock. Quand on pense post-rock, on pense souvent à eux. Ce côté, bah maintenant le post-rock, hein, c'est un peu la définition qu'ils ont faite eux, c'est-à-dire des crescendo, quoi. Ouais. C'est des trucs qui montent jusqu'à l'explosion et après ça redescend et après hop ça recommence. Voilà. On parle plus ou moins. d'érection là. Hein. Bon, pardon. On parle plus d'érection. Non, on parle plus d'érection. Non. Non. Excuse-moi, ça rend sourd. Mm. Donc, bah, ils ont sorti une pléthore de disques. Hein. Leur premier date de 1997. Il s'appelle Mogwai Young Team. Il a un peu la particularité d'être leur meilleur album. Hein. Ils n'ont jamais vraiment réussi à dépasser ce premier album. Ah, je suis pas d'accord. Moi. Happy Songs for Happy People, c'est vraiment mon coup de cœur. Il est très bien aussi, mais Young Team, il met un coup de pied dans la fourmilière que les autres ils sont déjà passés par là. Donc des morceaux comme Mogwai Fear Satan ou Like a Rod, qui est un morceau hyper dynamique où il se passe rien là comme ça. Puis à un moment ça part comme ça très fort. Ça fait sursauter à chaque fois. Et c'est hyper efficace. Enfin bon, Mogwai c'est vraiment des bons. Hein, Est-ce que c'est le genre de groupe qu'il faut éviter d'écouter après minuit si on veut éviter les ennuis? Ouais, parce qu'en plus ils ont tendance à multiplier les sorties. C'est ça. D'ailleurs, ça les mouiller aussi. Leur nom vient de là. De mouiller ta discographie. D'ailleurs, Ouais, vas-y, Christophe. J'ai une vraie question. Est-ce qu'il y a un lien avec Gremlins ou pas? Bah, je pense que c'est par rapport à le côté, la musique qui est toute mignonne des fois, et hop, elle se transforme en truc assez avec de la disto, tout ça. Et je alors pense que là, c'est la dualité, quoi. Si on avait eu quelques notions de cantonais au moment où on avait regardé Gremlins, on l'aurait su dès le début du film, parce que Mogwai, ça veut dire esprit maléfique en cantonais. Ah ouais. Donc en fait, tu vois, c'est un film qui marche pas pour les gens qui parlent cantonais. Ouais, effectivement. Mais je pense que c'est ouvertement
un hommage au film de Joe Dante. Oui. C'est assez rigolo aussi parce que le Gremlins, c'est pas une invention asiatique, par contre, c'est une invention britannique et on peut dire aussi un peu écossaise, puisqu'ils font partie de l'Angleterre, enfin de la Grande-Bretagne, puisque c'est la créature qui détraquait en fait Ah, les avions. les avions, exactement, engins pendant la guerre. pendant la ouais, Seconde ah Guerre ouais. mondiale. Ouais. Mais il y a Donc, une ambiance un peu qui colle bien, je trouve, à la pop culture et aux films fantastiques dans la musique de Mogwai. Ils ont d'ailleurs signé une BO d'une série Plusieurs. qui s'appelle Les Revenants. Enfin, plusieurs, ouais, bien sûr. Il y avait Zidane, je crois. Ils avaient fait Zidane, ouais. ils ont fait The Fountain aussi. Ouais, The Fountain, ouais. Zidane, Avec le footballeur. Ouais, Oui, il y a un biopic, film ouais, documentaire sur Zidane. Zidane Ouais. et il signe la bande-son qui est Qui est- vraiment très qui bien. est super bien. Il y avait Les Revenants. Ça, Les Revenants. ça se regarde sur un coup de tête Oh, Très bonne. Pas mal, je la valide. pas mal. Ah, elle est Non, pas non, mal, ouais, je ouais. la valide, je Ouais, la valide. ouais, celle-là. non, Bravo. là vraiment Il n'y a sublime. pas de carton rouge, merci. Non. Par contre, on va éviter de trop tirer sur le Ouais, film. on va pas filer cette blague. Bah, j'étais sur Les Revenants parce que en fait c'est une série finalement, si tu restes devant l'écran, c'est parce que il y a la musique de Mogwai, hein, perso, parce que la série elle te pose une ambiance. Alors c'est dommage parce qu'une série, ben ça suffit pas de poser une ambiance et d'avoir de la musique, il faut aussi un scénario. Comme c'est ballot. Oui, c'est vrai. Fallait pas oublier ce détail, quoi. Cela dit, la première saison était pas La mal. première saison est bien, À ouais. partir du moment où justement il s'attaque un peu au scénario, c'est Et dommage que ça là devient ça moins parte un peu en cacahuète. Ouais, c'est ça. Mais les morceaux de Mogwai, c'est hyper planant. Ouais, Il y les a morceaux cette sont espèce très de, bons. de ligne de basse comme ça, de notes de piano qui revient à chaque fois que tu as un revenant. Enfin, c'est sublime. Et alors, le label Création. Alors Creation Records, alors là c'est une institution anglo-saxonne, hein, tout à fait, enfin plus qu'écossaise. Donc c'est un label qui a été fondé en 1983 par un certain Alan McGee, qui est aussi manager. Donc il a été manager de Jesus and Mary Chain, de Mogwai, de Primal Scream, de My Blue Valentine, d'Oasis et des Libertines, entre autres. Ouais, ça va. Ah oui, quand même. Donc Ah oui, voilà, le il a mec, une carrière de producteur. il a quand même une petite carrière. Ouais. Et donc Il en y a un bon parallèle de line-up, ça, en parallèle de ça, il a fondé le label Creation, donc en 1983, qui le nom du label est une référence à un groupe qui s'appelle Creation, un groupe c'est un peu des Beatles sont un peu plus durs, quoi. C'est enfin voilà, c'est un mélange de pop et de pré-punk. Et ça annonce un petit peu la couleur parce que c'est un peu ça, Creation Records, c'est vraiment la naissance de l'indie rock dans les années 80, donc vraiment le rock qui s'oppose à ce qui sort sur les grosses majors, et donc qui va rassembler pas mal de groupes, des groupes écossais, mais aussi des groupes anglo-saxons, donc Jesus and Mary Chain, Primal Scream, My Blue Valentine, Slow Dive, Rive, Swerve Driver, donc toute la crème du mouvement qui s'appelle le shoegazing se retrouve sur Creation. Aussi un très bon groupe qui s'appelle Teenage Fan Club, qui est un groupe de power pop un peu entre Neil Young et Big Star. Tous ces groupes ont sorti des albums absolument capitaux. Sur une période donc d'une vingtaine d'années à peu près. Le label s'arrête en 2000 avec l'album Exterminator de Primal Scream, qui est des meilleurs albums de ce groupe. Ah oui. Donc c'est pas Oasis qui a tué. Et c'est pas Oasis. Alors c'est Oasis qui a été un peu la poule aux œufs d'or de Creation. C'est My Blue Valentine qui a failli tuer Creation avec leur enregistrement de Loveless qui s'est étalé sur 3 ou 4 ans, qui a nécessité je ne sais pas combien de studios et qui a englouti à peu près 200 000 livres à l'époque. Donc le label a failli mettre la clé sous la porte. Heureusement, le disque a été un succès critique et un peu commercial. Et par la suite, surtout, Alan McGee découvre les frères Gallagher sur scène et les signe immédiatement. Et donc là, après, c'est la suite, on la connaît. Hein, la Britpop, ils deviennent mondialement célèbres. Et puis après, les Sally Dietco et compagnie. Le premier album, très bien. Le deuxième album, voilà, c'est un peu une redite du premier. Puis le troisième, on croit un petit peu trop qu'on est les meilleurs musiciens du monde et on fait de la merde. Et du coup, après, implosion du mouvement Britpop. Creation a été englouti en gros par Sony qui était très intéressé par Oasis, donc du coup ils ont récupéré un petit peu ces histoires de capitaux, des trucs un petit peu dégueulasses parce qu'on parle à la base de rock indépendant.
pour finalement qui se retrouve avalé par la grosse machine des majors. Donc, un destin un peu triste, mais un très bel héritage. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de disques à écouter sur ce label. D'ailleurs, vous pouvez en écouter sur la playlist qu'on vous a préparée spécialement à l'occasion. Il y a plein de bons morceaux dessus. Et ouais, n'hésitez pas, parce que vraiment, il y a de bonnes choses. Comme ça, juste rapidement, moi, j'ajouterais que si on s'intéresse à la musique écossaise, et ben, on peut aussi se souvenir que Dire Straits, c'est un groupe Oui, tout écossais. à fait. C'est un groupe écossais, Mark ouais. Knopfler, voilà, c'est un auteur, compositeur, guitariste, chanteur, qui est né à Glasgow. Non, voilà, il a une carrière internationale, on a oublié presque qu'il était écossais, mais voilà, Dire Straits, ça naît. C'est vrai qu'il a pas du tout, il chante pas du tout comme un Écossais. Non, Enfin, ouais. on dirait un Américain. On dirait un Américain, ouais. Bon, en Écosse, on fait de la musique, on fait des super films, on écrit aussi. Alors bon, on le cachait à personne. Hein. Des petits noms comme ça, des petits noms. Arthur Conan Doyle. Ah voilà. oui, Ouais, c'est Ah oui. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, Ça me c'est dit ça, ouais. vaguement quelque chose. D'ailleurs, je peux continuer les petites anecdotes podcast. Vas-y, Vince épisode 4. Vince Épisode Profit. 4. Alors là, je Dis renomme. donc, ouais, c'est C'est l'épisode. les je- anecdotes de Vince. Et l'anecdote de Vince, ouais, je vais renommer ce On va faire un podcast. petit jingle. Je vais remonter dans le temps parce que Arthur Conan Doyle et Sherlock Holmes a une importance une importance importante. Tiens, je vais garder ta formule. Droguet. Ouais, c'est Une importance importante pour moi parce que j'ai appris à lire et à aimer les livres avec une série de livres qui s'appelait Sherlock Holmes. C'était l'histoire d'un chien qui menait des enquêtes pour retrouver des citrouilles ça me ou parle, des... ça me parle. Tu te souviens de ça? Ouais, je me Des souviens recettes de ça. biscuits, tout. C'était Ouais, super ouais, bien. ouais. Sherlock Holmes. Mm. C'est des petites enquêtes comme ça, mais à notre portée, quoi, quand on était en CP, en CE1. Tu vois. Voilà, donc ça, c'était mon premier contact avec la littérature. Avec la littérature tout court, d'ailleurs. Oui, hein. tout ça, C'est- bon, grâce à un Écossais. Un Écossais, ou je sais pas, mais oui. Bah, c'était pas lui qui est. Non, c'est pas Arthur Conan Doyle qui Indirectement, faisait ça. indirectement, ouais. Bon, on peut penser à Robert Louis Stevenson, c'était un peu plus tard, on était plus grand, L'île au trésor, Dr. Jekyll, Cadavresti, Mr. Hyde. Dr. Jekyll, ouais. Voilà, qui a posé les codes du récit de pirates. On peut penser, on a évoqué tout à l'heure Irvine Welsh, Oui, tout à fait. qui voilà, c'est juste incroyable, Irvine Welsh. James Barrie, qui est le père de Peter Pan. Ce qu'on peut dire, c'est que les Écossais produisent des œuvres uniques, incomparables. Et il y a un truc qui est certain, c'est qu'ils ont une identité propre, une souveraineté culturelle qu'on ne peut pas leur nier. Et pourtant, ils sont à l'origine d'une révolution scientifique douteuse. Et oui, parce que c'est en Écosse qu'on a cloné pour la première fois un mammifère. Et c'est ce que va nous expliquer maintenant Lisa dans son exercice isométrique. Alors, tu poses mon bouquin d'exercice isométrique tout de suite. Merci. Bonjour à tous les auditeurs, c'est Lisa, bienvenue dans mon exercice isométrique du jour. Aujourd'hui, notre destination c'est l'Écosse, patrie de naissance d'une Écossaise connue dans le monde entier et dont j'aimerais vous raconter l'histoire, Dolly, la brebis. Alors Dolly, elle a deux pères généticiens qui sont Ian Wilmut et Keith Campbell, qui travaillent au Roslin Institute, qui est un institut de recherche public spécialisé dans les biotechnologies. Et en avril 1996, ils réalisent une manipulation génétique à partir de cellules de glandes mammaires d'une brebis adulte nommée Ginnis. Et Ginnis, c'est la brebis donneuse de noyaux cellulaires. C'est donc elle qui donne son ADN nucléaire, c'est-à-dire son programme génétique qui détermine toutes ses caractéristiques. Les noyaux cellulaires des cellules de glandes mammaires de Ginnis sont transplantés dans des ovules énucléés d'une autre brebis donneuse d'ovules qui s'appelle Belinda. 277 cellules œufs sont ainsi obtenues, mais seule une trentaine se divisent et donnent des embryons viables. Et parmi ces 30 embryons, un seul est transplanté dans une brebis porteuse, poursuit son développement jusqu'à la naissance de Dolly le 24 février 1997. Pour la première fois, un être viable issu de cette technique de clonage survit. Les scientifiques écossais appellent la brebis Dolly en hommage à Dolly Parton, qui est une chanteuse américaine qui a une poitrine très imposante, puisque le clonage a été réalisé à partir de cellules de glandes mammaires. La grande nouveauté du clonage de Dolly, c'est que l'ADN prélevé vient de cellules de tissu mammaire d'une brebis adulte, donc des cellules déjà programmées. Ainsi, la naissance de Dolly a montré pour la première fois qu'une cellule déjà programmée pouvait être reprogrammée pour donner un nouvel être vivant avec tous les différents tissus qui le constituent.
Ça, c'est une avancée conséquente pour la recherche, pour comprendre notamment le rôle des gènes dans les mécanismes du développement des organismes vivants. Il n'y a pas de l'ADN que dans le noyau des cellules, mais également dans les mitochondries, qui sont de petits éléments qui se trouvaient dans les ovules de Belinda. Donc Dolly a hérité également de quelques gènes de Belinda. Et ces gènes interagissent avec ceux du noyau une fois l'organisme né. Donc, même si une grande ressemblance existe entre Ginny et son clone Dolly, elle est moins importante que celle qui existe entre des vrais jumeaux qui, eux, ont le même ADN mitochondrial. Cette technique de clonage est toujours utilisée afin de produire en très grand nombre des animaux d'élevage génétiquement modifiés, OGM, ayant une croissance accélérée ou bien un développement de masse musculaire plus rapide. C'est un marché économique très sérieux puisque de nombreux pays, les États-Unis, le Canada, le Brésil, autorisent la vente et la consommation de viande clonée. En Chine ou en Corée du Sud, il est même possible de faire cloner son animal de compagnie pour quelques dizaines de milliers de dollars. Mais la technique reste une technologie peu fiable. En réalité, les taux de réussite sont faibles, voire très faibles. Moins de 3% des embryons de brebis clonés parvenaient à naître en bonne santé en 1996, et cette proportion n'a pas beaucoup augmenté depuis, même si cela dépend un petit peu des espèces. Le phénomène Dolly a relancé les débats éthiques sur la maîtrise du développement des sciences. Il a notamment entraîné une réprobation de toute la communauté scientifique quant à l'application de cette technique à l'espèce humaine, et une législation interdisant toute expérience de clonage humain a été signée par plusieurs pays dès 1997. Dolly n'était pas stérile, elle a donné naissance à 4 brebis, mais elle est morte prématurément à l'âge de 6 ans et demi. Or, la durée de vie moyenne pour une brebis est de 11 à 12 ans. Elle montrait déjà des signes de vieillissement prématuré à 5 ans. Elle développait de l'arthrite, qui est communément observée chez les brebis très âgées. Ce vieillissement prématuré est dû à une particularité de l'ADN qui possède ce qu'on appelle des télomères, c'est-à-dire l'ADN qui constitue les extrémités des chromosomes. Au cours du vieillissement, ces télomères raccourcissent et c'est ce qui explique, entre autres, un ralentissement des divisions cellulaires et certains dysfonctionnements cellulaires. Dolly ayant hérité des télomères déjà raccourcis de Ginny, c'est ce qui explique son vieillissement précoce. On touche ici un sujet qui nous est cher, celui de la jeunesse éternelle. Serait-il possible d'empêcher le raccourcissement des télomères avec le temps et ainsi de ralentir notre vieillissement ou même de l'empêcher complètement? Aujourd'hui, le corps naturalisé de Dolly est exposé au National Museum of Scotland à Édimbourg. Elle reste un témoignage des avancées de la science pour les générations futures. Merci à tous pour votre attention. J'espère que vous avez aimé mon exercice isométrique et que, grâce à Dolly, le clonage n'a plus de secret pour vous et je suis certaine que vous rêvez déjà de jeunesse éternelle. À bientôt dans un prochain épisode de Monde de Nerd. Très intéressant cet exercice isométrique. Il faut savoir que Dolly, elle naît en 1996, elle meurt en 2003, elle a vécu principalement en laboratoire. Alors on peut se demander si c'est un délire prométhéen, si c'est un véritable bénéfice pour la connaissance. Ça fait froid dans le dos quand même, cette découverte, cette technique. On se dit que le meilleur des mondes est proche. Je sais pas, voilà, à quoi ça vous fait penser, cette histoire de Dolly, Lynn? Bah, écoute, en dehors des peut-être ce qu'on pourrait appeler les dérives de la science que beaucoup ont critiqué et décrié à l'époque du clonage ou de l'annonce du clonage de Dolly, faut voir quand même que c'est quand même une science et un progrès qui aujourd'hui encore, est très utilisé. Alors le clonage lui-même, n'est, comme elle l'a dit, Lisa, pas utilisé en tant que tel puisque ça n'a que peu d'intérêt. Par contre, le fait de pouvoir reprogrammer des cellules souches, de réutiliser tout ça, c'est très utilisé dans la vaccination, dans la construction de nouveaux organes, Ouais. et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on clone toujours, mais on clone plus des organismes entiers, juste des parties des organismes pour pouvoir créer des banques d'organes ou de sang ou de tissus qui pourront aider à la fois pour produire des vaccins, des médicaments, mais aussi des tissus de remplacement pour les gens et les malades. Ouais, Donc ouais, c'est ouais. toujours une science valable, mais qui a évolué évidemment et progressé et qui n'est plus
De toute façon, ça n'a aucun intérêt entre nous de cloner un être Bah, humain, enfin un être vivant, bah, ça dépend, littéralement. si on pense, Oui, Christo par exemple, moi la j'aimerais est-ce qu'on voudrait pas, Christo et un clone de Christo? Donc comme ça, il pourrait revenir en France. c'est Ouais. vrai que non, mais moi je pense à Répliquant par exemple, franchement, je trouve Van Damme. Mais c'est un film, c'est un bon film. Sincèrement, du coup là, la balance pencherait un petit peu du côté du clonage dans ce cas-là, hein, je Ouais, trouve. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux faire de clone, Christo? D'un clone de toi, je veux dire, tu veux sortir avec toi-même peut-être? Tu veux Ah, vivre c'est une le histoire comble d'amour? du narcissisme ça. Moi, je l'enverrais grave au boulot, quoi. Moi, je resterais rien glandé Voilà, chez moi. exactement, mais- je au l'enverrai boulot, grave ça au passe. boulot à ma place. Et Mais est-ce puis, qu'il voudra aller au boulot à ta place? Ben, on s'en fout du libre arbitre. j'ai une vraie question pour Lisa en fait. C'est bon, on a appris qu'elle avait eu des graves problèmes de santé puisqu'elle disposait d'un ADN usé de Lee, mais est-ce ses enfants qu'elle a eu, est-ce qu'ils ont également du coup eu des problèmes ou non? Ça pourrait Ouais, être c'est une bonne intéressant question. Elle d'avoir. a, ouais, tout à fait. Elle a 4 petits, en effet, donc elle n'est pas stérile. Ça, c'est ce que nous a appris la technique du clonage, qu'on peut cloner un individu, voilà, autonome, fertile. La question de savoir si sa descendance, enfin les petits de Dolly ont eu des problèmes de santé, comme elle ou pas, ouais, c'est une question intéressante. On la posera à Lisa. J'invite, hein, d'ailleurs les auditeurs et les auditrices à poser des questions à Lisa, via notre page Instagram. Toi, ça t'évoque quoi, Dolly, Drovduek? Ça m'évoque un souvenir douloureux d'un groupe qui chantait Je ne veux pas rester sage. Ah merde. Mais qu'est-ce qu'il est con. J'ai une question pour Lisa. Moi, je voulais savoir si est-ce que elle avait les yeux bleus, Belinda? Ah, Lisa va ouvrir un courrier du lecteur. Ça va être, Exactement. Bon, je crois qu'il est temps de quitter l'Écosse, hein, et de revenir en France. Parce qu'on ne s'est pas posé une question importante. On a parlé de l'Écosse, un peu de sa politique, de liberté. Ah, mais- Liberté! Non, mais en Écosse, d'après vous, on vit sous quel régime? Eh ben, un régime à base de Wish Lorraine. Ah, ça vous la coupe, ça, hein? Ouais, ça la coupe aussi à William Wallace. Oui, parce qu'il faut quand même savoir, on a appris ça puisqu'on était ensemble en Écosse il y a quelques années, que en réalité, William Wallace, quand il s'est fait torturer par les Anglais, il y a très peu de chances qu'il ait pu crier liberté, puisque les Anglais lui avaient coupé et lui avaient mis dans la bouche en fait. Il lui avait coupé les gonades. Ah ouais, C'est d'accord. bon appétit, mesdames et messieurs. Si vous Du voulez. coup, il a crié quoi alors? Il a crié aïe! Je pense Arrêtez, qu'il a ça crié, fait mal. Il a peut-être une voix de falsetto, non? Liberté! On passe à la Wish Lorraine, je crois qu'il est temps. Excuse-moi, À base de Wish Lorraine, c'est des petites tartes. Alors dans cette Wish Lorraine, bah, comme d'habitude, on mange des chips. Et on peut évoquer ce qu'on mange de bon, ce qu'on boit en Écosse. Ah, il y a des scones. Moi j'aime bien les petits déjeuners Ouais, c'est écossais. bon. Ouais, Super ouais. bon. Les scones. Allez, Puis brunch. on boit du whisky. Avec modération, Oui, évidemment. Avec Ouais, modération. Avec modération, ouais. Mais voilà, c'est une institution, le whisky en Écosse. T'es amateur, Christo, hein, je crois, de bon whisky écossais. Qu'est-ce qui te plaît dans le whisky? J'aime la force, le caractère de cet alcool en fait, qui se boit sans glaçon, je tiens bien à le préciser, et sans coca aussi. Ah, sans coca, c'est l'hérésie. Ça. Euh, Et Dry. l'Écosse Dry. produit vraiment de très 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 bons produits. Bon, moi je vais pas faire de pub ici, Ouais. mais en général, quand on prend un whisky écossais, on a peu de chances de mal choisir. Ouais, c'est ça, ouais. Même le whisky de base en Écosse, il est déjà bon, quoi. C'est de la qualité. C'est comme le café en Italie, on plaisante pas avec ce genre de truc, quoi. Exactement. C'est toujours très bon. C'est pas plutôt les pâtes ou le carbonara en Italie? Ah, c'est plein de choses en Italie avec lesquelles on plaisante pas. On y reviendra. On fera un épisode sur l'Italie. Il faudra pas déconner. Ok, bon les gars, J'ai peur des bombes.
Bon, les gars, pour rentrer sur le trajet du retour, sur le vol, Édimbourg, Paris ou Glasgow, Paris. Enfin, on doit pouvoir faire Édimbourg, Glasgow, plein de villes de France. On peut même partir d'Inverness, je pense, en avion et revenir en France. Bref, sur le trajet du retour, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on aurait quelques dernières recommandations à faire à nos auditeurs, à nos auditrices? Drovduek, tu as des recos à faire? Ouais, alors j'ai plusieurs recommandations à faire. Je pensais avoir fait le tour de tout ce qui était littérature, tout ça, et en fait non, pas du tout. Donc je vous recommande un livre de Alan Warner qui s'appelle Morven Calar. Donc un livre aux éditions 10-18 qui raconte les tribulations d'une jeune femme de 21 ans qui s'appelle Morven Calar, pardon. Voilà, c'est un chouette livre. Il y a eu Il y un avait une, film. une adaptation qui avait été faite, ouais, tu vas Ouais, le dire, ouais, en film. exactement, ouais, Mm, un film qui est sorti en 2002, si mes souvenirs sont exacts, mhm. et un film produit par Warp Records, qui Ok. s'était lancé dans le cinéma avec ce film-là. Mhm. Sinon, on n'a pas parlé de bande dessinée, mais en Écosse, il y a pas mal d'auteurs de comics qui sont présents. Donc, je vous recommande un livre de Grant Morrison dessiné par Frank Whiteley qui s'appelle Nous trois. Un livre assez, enfin, une superbe BD, c'est magnifique. C'est assez difficile, c'est assez violent. Ça raconte les tribulations, là, cette fois-ci, de trois animaux, un chien, un chat et un lapin, sur lesquels on a fait des expériences et qu'on a transformés en machines à tuer, en fait, et qui s'échappent du camp dans lequel ils étaient internés. Et donc, on les suit, voilà, leur histoire. C'est vraiment une très belle bande dessinée. C'est assez Ouais. difficile à lire, Ouais, en ouais, tout le, cas. le- le graphisme est impressionnant. Tu me l'as fait découvrir, tu me l'as fait découvrir, pardon, très récemment. Et ouais, ça a pas l'air du tout feel good, Non, non, mais c'est pas ça a très l'air, feel good. ça Mais a l'air exceptionnel. Frank Whiteley, c'est vraiment un artiste fabuleux. Ouais, Il a signé en tandem plusieurs bandes dessinées qui valent le détour. Et enfin, ouais. juste pour terminer, je pensais avoir fait le tour en musique avec Mogwai et tout ce qui est Creation, tout ça. Alors, on n'a Et jamais fait le tour. en fait, ouais, on n'a jamais fait le tour. Là, je me suis rendu compte que j'avais complètement occulté un groupe qui est vraiment très très important, qui, contrairement à son nom, ne vient pas du Canada. Donc, c'est Boards of Canada. Ouais, Donc, Boards of c'est Canada, ouais. un Hmm. groupe Ah de oui, oui. frères écossais. Donc, voilà, super groupe de musique électronique qui est sur Warp Records. Et je vous recommande en particulier pour cette fois un maxi qui s'appelle In a Beautiful Place Out in the Country. Parce que moi, j'y retournerais bien en Écosse, hein. Vous y retourneriez pas, vous, les gars? Ah, Ah, si. mais vraiment, Ouais, Demain, vraiment, bien ouais. sûr. Ah, ouais, ouais, grave. ouais, ouais. Bah, toutes les destinations qu'on aborde dans Monde d'Honneur sont vraiment des destinations qui font rêver, dans lesquelles on a envie d'aller. Mais c'est vrai que l'Écosse, ouais, il y a quelque chose de L'Écosse, particulier, ouais, l'Écosse l'attachement. garde une place à part pour moi, hein. Ouais, ouais, Oui, c'est clair, et ouais. puis c'est une destination où on est tous à peu près allés, sauf Lynn. Ouais, Donc, ouais. Bah, Voilà, voilà, et tout de suite, je suis exclu. ah bah oui, mais mais non, tu rates quelque chose, hein, tu rates quelque mais chose. Faut ouais, que mais tu viennes, t'es faut qu'on y t'es aille. pas exclu, Lynn. Parle-nous de quelques recommandations pour voyager en Écosse sans être en Écosse. C'est ça, Voilà. rattrape-toi. Comment on fait? Euh, Comment on fait? Alors moi, je vous recommande un auteur écossais à la fois connu et méconnu, parce que Mhm, c'est vrai que ceux qui aiment la science-fiction ou les bouquins un peu particuliers le connaissent. Il porte deux noms. Le premier, c'est Ian Banks, qui lui permet d'éditer enfin de publier des livres assez barrés comme Entrefer et autres. mhm. Et l'autre, son autre facette, celle qui, pour moi, que j'apprécie plus, peut-être un peu plus, c'est Ian M. Banks, par contre, qui, lui, est surtout connu pour le cycle de la culture. Et le cycle de la culture, c'est un cycle assez particulier parce que loin des dunes, des fondations, des cycles un peu dark de la grande, de la période de la Silver Age de la science-fiction, ou du Golden Age de la science-fiction, on est sur des intelligences artificielles bénéfiques qui ont pris le contrôle d'une forme d'humanité et qui sont dans une sorte d'hédonisme. C'est l'anarchie technologique, mais au sens où les gens ont accès à la technologie libère en fait les gens.
Et les livres traitent surtout moins de cette civilisation de ce qu'elle est, que véritablement de son besoin, en fait, de se propager, de son prosélytisme, voilà, au travers d'une faction qui s'appelle Contact, en fait. Ce sont des intelligences artificielles et des humains, enfin des humanoïdes ou des extraterrestres, Mhm. qui font des missions, je dirais, d'espionnage, entre guillemets, ou de prosélytisme, d'infiltration, pour corriger certains traits des civilisations, un peu à la Star Trek, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, Mhm. mais dans l'idée de les amener vers le chemin que pourrait amener voilà, la culture. Ils voudraient qu'ils leur ressemblent, tout simplement. Mhm. Voilà. Ouais, des intelligences artificielles bénéfiques. Et, ça te parle, ça, Christo, non? Bah, j'osais pas intervenir parce que je voulais pas couper Lynn dans son élan, mais effectivement, une histoire avec des intelligences artificielles bénéfiques, c'est vraiment de la science-fiction. Donc, Alors, pour information, elles ne sont pas toutes bénéfiques, hein. Beaucoup des civilisations la culture est la seule, entre guillemets, ou une des seules en tout cas, où les intelligences artificielles ont réussi cet équilibre, entre guillemets, avec les formes vivantes et humanoïdes. Oui, Mais mais pour nourrir un peu ton argument, beaucoup d'autres civilisations n'ont pas eu cette chance. Voilà, et c'est le problème. peut-être que Skynet est une entité mal comprise. Tout à fait. C'est- Il a fait sa crise d'adolescence, je veux dire, moi aussi. Exactement, attends. Bah, Et puis, exact. et puis d'ailleurs, il y a vraiment un chemin de repentance Bah oui. derrière l'envoi des Terminators, si on regarde. Hein. Il y a vraiment, Bah, ouais, enfin, ouais. Ouais, ouais. un peu j'ai pas eu l'impression de voir la même chose que vous, Le mais chemin de la repentance est difficile quand même. Quand oui, Mais parce moi, que quand je trouve il y a quelque chose, excusez-moi de revenir là-dessus, mais il y a quelque chose d'un peu dans Terminator qui est proche de Jean Valjean, je trouve. Non, mais tu qu'est-ce vois, que c'est que ça? mais si, parce que tu vois, Terminator au début, voilà, s'il est mauvais, il veut tuer, tu vois, il y a quelque chose de sombre en lui. Et quand tu regardes vraiment, il y a un chemin de rédemption, je trouve, tu vois, et à la fin, il est plus proche d'un enfant. C'est un peu Jean Valjean et Mais ça, c'est Marius, parce tu qu'il vois. a été reprogrammé. Il a été reprogrammé par la à résistance. ce moment-là, Sarah Connor, comment elle s'appelle déjà? Cosette, c'est Cosette. Alors, Et, c'est pas et, Cosette et, parce que c'est la mère, mais du coup, c'est Fantine, et, tu vois. et, Enfin, et le Terminator, Je, enfin, le mec qui l'envoie dans le je passé, pense que ceci va c'est trop Javert, c'est loin. ça? Je c'est ça. pense que ceci va trop loin. Je pense qu'on va trop loin. Et je pense que Vince a une fascination pour Les Misérables qui commence à devenir malsaine. Mais oui, totalement, je trouve aussi. Bon, J'en parle tout le temps. bon, C'est Christo, dangereux. t'as une recommandation à faire pour rentrer en France? Oui, rapidement, et bon, une fois n'est pas coutume, je vais tricher un peu. Je vais recommander une œuvre de Garfénis, qui n'est pas du tout écossais, mais qui vient de l'île d'à côté, Allez. Ton île, je crois, euh, non? qui a sorti en fait récemment une suite du comics The Boys, Ouais. dont la popularité a explosé là, il y a quelques années grâce à la série télé. Il y a quelques Mais à mois, la hein, tu base, peux dire. c'est un comics qui date d'il y a une bonne quinzaine d'années. Et donc, il a sorti une suite qui met en scène le personnage principal, Tiegi, qui est écossais lui-même. Et cette suite se passe en Écosse. Et qui a la tête de Simon Pegg. Hein. Exactement. Ouais, ouais. Mm. Dans le comics, oui. Dans le comics, oui, dans le comics. Mm. Dans le comics, oui, 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 dans le comics. Mm. D'où d'ailleurs l'emploi de Simon Pegg qui joue le père de Ah oui, c'est Huggy dans vrai. la série. Ah, bien vu, Dans ouais. la Ouais, série. j'avais pas Ouais, pensé. oui, Mm. c'est un clin Ah d'œil oui, au bien, comics. bien, ouais, bien. Et donc, je disais, ils ont sorti une suite qui se passe plusieurs années après la fin de The Boys, qui est pas mal. Pour tous les fans de The Boys, je vous conseille de la lire. Mhm. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais. J'ai bien aimé Ouais. aussi. Ouais. Carrément, ouais, c'est un univers qui est super cool. C'est sans rien spoiler, en fait, c'est Huggy qui fait face un peu aux fantômes de son passé. Ouais, et puis bah, c'est justifié en fait, Et c'est le fait de. justifié. Oui. Ouais. Bah, je vais rester pour mes recos dans de la pop culture, puisque je vais citer deux artistes qui font un peu parler d'eux depuis quelques années. C'est Hitchcock et Shakespeare. Pour deux recommandations. Alors, la première cinématographique. Les 39 marches, c'est un film que j'adore d'Hitchcock, qui est vraiment dans le début de la filmographie d'Hitchcock, qui se passe pour une partie en Écosse. C'est une prouesse à l'époque vraiment d'avoir cette qualité photographique en extérieur.
Non, mais c'était assez novateur, non, les escaliers de 39 marches à l'époque où, Bah ouais, il faut savoir qu'à l'époque, tous les paliers avaient 40 marches. Ouais, donc voilà, il Ah est allé oui. plus loin, ou moins, je sais pas. En tout cas, et puis non, pour rester dans une recommandation un peu classique, moi je recommanderais le Macbeth alors tous les Macbeth, Ah le ouais. Macbeth de Shakespeare évidemment. Ouais, Ah non, je ouais. pars, voilà, je On suis rigole vraiment pas dans là. la pop culture à donf, quoi. Ouais. Et La voilà, pop France Culture. c'est ça, la pop France culture, exactement. L'adaptation d'Orson Welles, les adaptations au théâtre, je pense à celle de Braunschweig à l'Odéon, voilà, si on est vraiment sur France Culture. J'aime bien cette pièce de Macbeth, alors pas qu'elle donne une vision particulièrement dorée de l'Écosse, hein, mais voilà, elle aborde le thème de la folie meurtrière, du délire paranoïaque, de la culpabilité. Voilà, Rien que j'aime ça, j'aime c'est bien. léger, c'est C'est frais. léger, c'est feel good, on flotte, on est bien. Ouais, Lynn, tu veux. Ah non, non, Philippe sur Macbeth, mais je voulais juste repirater les recos sur un truc. On a oublié Picsou dans les Écossais qui sont connus. Mais attends, je comprends pas, parce que la dernière fois sur le Canada, tu avais déjà évoqué le fait que Picsou était canadien. Ah, mais j'aime beaucoup Picsou. Non, Picsou a fait sa fortune au Canada, mais il est écossais. Attends, Picsou est originaire d'Écosse. Bien sûr. Ah non, mais Bien oubliez sûr, tout ce oui. que j'ai dit. 39 marches, on s'en fout. Macbeth aussi. Marocco, c'est Picsou. Et ça remet en cause le non, je sais pas, Sean Non, Connery, je vous laisse. Picsou, Non, non, mais c'est non? bon. Non, c'est l'homme le plus classe du monde, tout à fait. Voilà. Ah, mais Non, non, mais mais en ouais, tout cas, c'est le non, canard le plus classe du monde, hein, c'est Picsou, le on est bien d'accord. Mais putain, on a une J'ai rubrique, ça me donne le presque canard le plus envie de classe du faire, monde. wouhou! J'ai pris d'assaut l'avion. Hein. En Et restant c'est en là-dessus qu'on Écosse. va se quitter. Merci d'avoir écouté cet Merci. épisode de Monde de Macbeth, c'est pas Nerd. mal, hein, c'est quand même, hein. C'est vrai, mais Picsou, ça se ouais, défend, quoi. c'est un peu suranné, Macbeth. Picsou, c'est the best. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monde de Nerd. Si vous voulez nous soutenir et nous envoyer plein d'amour, eh ben vous pouvez mettre 5 étoiles ou plus sur vos applis, Spotify, Deezer. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, visiter notre page Instagram pour commenter, poser des questions, nous suggérer des œuvres. On se retrouve bientôt pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye les nerds. Salut à tous. Salut. Salut! Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.